m'avoir invité à venir à Bruxelles. Puis merci à vous d'être présents pour parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui est, j'ai une passion pour les maths, ça vous en doutez, mais aussi pour le langage et les langues. Et j'ai un peu fait le lien entre les deux. Et je me suis demandé, ça m'a pris il y a presque une vingtaine d'années, d'être intéressé par savoir tous les mots mathématiques, d'où ils viennent, pourquoi on dit un vecteur, pourquoi on dit une hypoténuse, et pas mal d'autres mots encore. Et voilà, je me suis plongé là-dedans, et je me suis aperçu qu'il y avait des tas de choses très très intéressantes. Par exemple, je trouve que l'étymologie, évidemment, on a le plaisir dans l'étymologie, on a tout à fait le plaisir, c'est souvent amusant, il y a des étymologies amusantes, mais ça ne s'arrête pas que là. Moi je dis souvent l'étymologie, c'est un peu le carreau de 14 de la langue. Par exemple, dans la langue française, tout simplement, si on parle d'un boulanger, une boulangerie, c'est parce qu'à l'époque, les pains étaient en forme de boule. Si on parle d'une boucherie, c'est parce qu'on y vendait du bouc, charcuterie, de la charcuite, etc. Et ça rappelle, le moment où le mot est introduit, ce qu'il correspondait à la société. Et je me suis dit, en mathématiques, on va trouver ça aussi. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de notions, de nombres, chiffres, etc. Pourquoi c'est apparu, pourquoi c'est le mot-là qui sont glissés, pourquoi on dit un vecteur qui a un autre sens, comme vous savez, parce qu'à un moment donné, ça correspondait à quelque chose en mathématiques qui après se modifie énormément parce que la vision des concepts évolue autour du temps. Je veux dire que si on regarde la notion de nombre, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, oui, on parle de pour une heure, ça. Oui. La notion de nombre a évolué au cours du temps, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et c'est toujours le même mot qu'on utilise, enfin, en tout cas traduit. Et donc, j'ai repéré un grand nombre de mots, il y en a 4 ou 500, et donc les éditions livres sont bien publiées, une sorte de dictionnaire, mais je n'ai pas voulu que ce soit un dictionnaire du type Larousse, complètement strict, etc., mais quelque chose où il y avait un petit peu, dans chaque entrée, quelque chose d'un peu plus vivant. Et ce dictionnaire, Les mots et les maths, qui était reparu en édition poche il y a 2 ans, il était paru en 2003. Et par la suite, c'est la revue Quadrature, qui est une revue mathématique souvent un peu élevée, mais culturelle, c'est pas des cours, m'a proposé de faire une chronique. Et pendant 5 ans, de 2004 à 2009, j'ai fait une chronique qui s'appelait Mots, maths et histoire, avec ce petit logo qui était là en haut, qui était le symbole de la chronique, et dans lequel je voulais expliquer des thèmes, mais plus sous forme de thématiques. Il y en a eu 20 exactement, de thématiques qui étaient les mots venus d'arabe, les mots de l'analyse, les mots des probabilités, par thème. Et d'ailleurs, j'ai un accord avec l'édition livre sur que d'ici 1 ou 2 ans, ça puisse sortir un tout petit peu arrangé, sous forme de livre, donc apparaître dans 2 ans, parce que j'ai 1 ou 2 autres projets à... voilà pour dire mon intérêt et ma passion pour ceci. Alors, ce qui est intéressant dans les mots, c'est qu'il y a un lien entre la langue et le concept qu'elle donne. On pourrait croire qu'un mathématicien, il donne un nom à quelque chose, c'est complètement étranger à ce qu'il est, et puis c'est uniquement ça ne modifie pas du tout sa façon de voir les choses. Mais je suis persuadé que le mot influence sur l'intuition qu'on a d'une notion, et ça influence aussi éventuellement notre raisonnement, notre manière de voir les choses, et je vous donnerai quelques exemples. Aussi, là, il y a quelques mots qui sont donnés. Vous voyez, ce qui m'amuse pas mal, c'est que algorithme et logarithme, qui sont 2 mots en principe assez savants, même si maintenant algorithme est devenu un mot très très utilisé. Et quand mon petit-fils de 4 ans m'a dit je fais des algorithmes à l'école maternelle, j'étais un peu étonné. Mais voilà, ces 2 mots sont à l'anagramme l'un de l'autre, si vous remarquez, puisque même si que les 4 premières lettres, vous pouvez changer de sens, et de logarithme, on va à l'algorithme. Il y en a un logarithme qui vient typiquement du grec, un quotient de nombre, et algorithme qui vient d'un mathématicien arabe, Al-Khwarizmi. Et on voit comment la langue, d'ailleurs, en voulant faire un mot savant, l'a calqué sur le grec, qui était considéré comme une langue savante. Le H, évidemment, est ajouté pour le faire un peu grec, et s'apparenter l'un à l'autre. Vous avez Racine qui a une histoire qui vient des Indiens et qui traduit de langue à langue, etc., comme on le verra. Quotient qui vient tout à fait du latin, qui veut dire la partie 2, on le retrouve dans l'ancienne langue, les parties aliquotes, quand on parlait d'une partie aliquote d'un nombre, si c'était un diviseur strict. Par exemple, 16 est une partie aliquote de 48, mais on voit aussi après, dès qu'on fait une fraction, quotient intellectuel, etc., parce qu'on a défini au départ par le quotient de 2 choses, le niveau moyen, le niveau d'un individu sur le niveau moyen, et puis l'hypoténuse, qui vient tout à fait du grec, on va en reparler.
ces mots qui nous font penser qu'il y a pas mal de choses derrière tous ces mots qui viennent. Alors quand je vous dis ce que je disais, nommer, c'est entrer en relation avec la notion mathématique étudiée. Hein. On nomme les choses, c'est la rendre familière, c'est lui donner, mais ça en donne des fois une idée approximative. Alors, il y a des mots qui, quand on prend un mot du langage courant, je pense au mot courbe, en fait au départ c'était pas courbe, on avait les lignes droites et les lignes courbes. Courbe n'était qu'un adjectif, comme droite n'était qu'un adjectif mathématiquement. Et les lignes droites, maintenant c'est surtout les sprinteurs belges excellent au sprint pour gagner dans la dernière ligne de droite, mais au sens mathématique on ne dit plus qu'une droite. Là, on ne dit plus une ligne courbe, on dit une ligne courbe. Mais une courbe, on a une sens. Pour nous, une courbe, c'est grosso modo, c'est un dessin tracé d'une sens, mais mathématiquement, on a donné une définition. Je crois que c'est Camille Jordan, un mathématicien français de la de la deuxième moitié donc fin du 19e siècle, on va dire, qui est le premier à avoir défini vraiment les courbes mathématiquement de manière analytique. Je ne sais pas sa définition. Mais il y a un autre mathématicien lui italien, Giuseppe Peano, que j'adore parce qu'il a toujours trouvé des contre-exemples merveilleux, et j'adore les contre-exemples comme certains savent. Un contre-exemple d'une courbe qui remplissait un carré. Non pas parce que le crayon est mal taillé, hein, c'est parce que vraiment tout point du carré était atteint par la courbe. Et alors d'un coup on s'aperçoit que le mot ne correspond pas à l'intuition qu'on en a. Alors Jordan aurait dû refaire un peu sa définition pour que l'autre soit plus vraiment une courbe, mais on voit comment le mot lui-même n'est pas en adéquation avec ce qu'on le représente, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont courbes mathématiquement avec la définition qui est donnée, qui ne sont pas courbes dans notre vision des choses. Et donc quand le mot vient du langage courant, on est un petit peu étonné. Je veux dire, après aussi, non, je vais après. Pour le mot continu, on va en parler après, quand on parle d'une fonction continue, pour nous, une fonction continue, on a aussi une représentation. La fonction continue, elle est dessinée par un trait qui est continu, etc. Et quand on voit des fonctions continues qui sont dérivables nulle part, pour nous, c'est plutôt tout à fait ça. Ou des courbes, je le citais tout à l'heure, qui ont une longueur infinie, et prise entre deux points, la courbe de Foley-Cauchy, prise entre deux points, donc les deux points de la courbe, et entre les deux, la longueur de toute partie est infinie. Alors pour nous, c'est plus vraiment ce qu'on imagine la courbe. Donc pour dire que, du coup, la définition mathématique n'est plus tout à fait en adéquation avec l'intuition qui nous est donnée par le mot qu'on a choisi dans le langage courant. Alors c'est là où ça peut influencer, en bien ou en mal, la façon de travailler, puis il y a un amusement, parce que c'est vrai que du coup, on a l'impression que c'est un contre-exemple, quelque chose d'étonnant, une courbe qui a une longueur infinie. Si on avait donné un mot que personne ne comprend avec le grec ou le latin, ça serait différent. Et donc le mot, le choix d'un mot grec complètement inconnu, comme par exemple isocèle, ceux qui ont compris du grec, qui veut dire jambes égales, jambes égales, et quand on ne sait pas le grec, isocèle, on décide que isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés égaux, point de égal. En revanche, quand on a le mot côté, pour nous, il a un sens dès le départ, et donc, quand on a une côté d'un triangle, on a un mot totalement de langage courant, qui pour nous est évident que c'est le bord de la figure. Et donc, on a une notion, là encore, il n'y a pas trop d'ambiguïté, mais je suis là-dessus, quand on est irlandais, on disait Relay, Benike, Driehoek, triangle, à jambes égales, en fait. Gelaïs, ça veut dire égal, et Béni, c'est Jean. Excusez, la forme de Sverte Isprach. Mais tu es le seul Français que je connaisse qui parle néerlandais. Malhonnête. Donc ça m'a amusé de voir qu'ici, justement, le mot grec est. C'est intéressant, je veux dire, il y a des mots grecs qui sont. Vous voyez, vous voyez chaque fin, iso devient préleik, et sel, skeles, on va dire, devient bénireux. Donc, alors que le français a pris vraiment le mot grec tel quel. Alors, il y a d'autres termes dont le sens glisse petit à petit. C'est-à-dire que la première fois, la notion de fonction en maths est très importante. Enfin, des fonctions, c'est une définition très précise qui a été donnée premièrement par Dirichlet en 1837. Mais les premiers qui parlent de fonction, c'est Bernoulli qui écrit à Leibniz phi fonction de x. Mais pour lui, c'était un mot. Alors, ça dépend là. Non, je ne sais pas si en français on les tape, peu importe. Mais pour lui, c'était un mot du langage courant. Ça a des fonctions en tant que dépend de x. Phi dépend de x. Et puis petit à petit, le mot fonction, pas de séquence courant, a un sens purement mathématique. Elle relève finalement l'outil et dit un peu ce qu'est une fonction
avec une définition un peu compliquée, mais grosso modo, il faut que ça vienne d'une expression. Hein, c'est-à-dire que ça va être grosso modo une expression, racine carrée, machin. Et puis dire T lui fait la fonction telle qu'on le définit maintenant, à n'importe quel point, on donne une image, mais peu importe qu'elle soit définie d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que Dirichlet est le premier à être capable de donner une fonction continue en aucun point. C'est la fonction que j'appelle Dirichlet, moins si c'est un rationnel, 0 si c'est un irrationnel. Et parce que d'un coup, la notion de fonction, ça pouvait être la définition qu'on veut donner comme on veut donner. Voilà pour donner l'intérêt, enfin j'espère, de notre exposé. Et j'aimerais qu'on regarde ce qu'on voit par la suite par rapport à cette démarche. C'est justement de voir comment le mot évolue, comment il y a le rapport entre l'intuition et le mot lui-même. Et ça suit partout. Et après, on va parler de quelques mots et d'étymologie que je trouve intéressante en elle. Alors, les Grecs, comme vous savez, ce ne sont pas les premiers à faire des mathématiques. On en trouve chez les Sumériens, chez les Babyloniens. Mais c'est les premiers, sans doute, à s'intéresser au raisonnement lui-même, c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas qu'on constate le résultat parce qu'il avait un domaine utilitaire. Je crois le cas des Babyloniens, ils ont développé l'arithmétique pour faire des échanges. Les débuts, je pense, des calculs, ça a été les néolithiques où d'un coup on fait de l'agriculture et de l'élevage, et donc on augmente la rentabilité. Comme on augmente la rentabilité, tout le monde n'est pas nécessaire à nourrir la population, et donc on peut introduire des nouveaux métiers, on commence à créer des villes et on échange les choses. On échange les choses et on dessine des terrains. On échange les choses, donc l'arithmétique, on échange des terrains, donc la géométrie, il faut dessiner des terrains. Donc, je pense que c'est un peu là, même si on n'est pas certain de tout ça, mais c'est le cas. Et donc les Grecs, par contre, c'est aussi les héritiers d'autres langages. Les Babyloniens, ils ont des mots, ils avaient sûrement des mots, mais ce n'est pas des mots qui sont arrivés chez nous. Donc c'est intéressant pour le voir, en prenant directement chez les Grecs, on reconnaît déjà des mots, Kyklos, certes, on ne retrouve pas encore, mais trapéza, trapèze, parallélos, parallèle. Donc vous voyez que c'est des mots qui sont utilisés encore, déformés et francisés de nos jours. Et donc, sur ces mots-là, comment va-t-on créer un vocabulaire mathématique? Et c'est là qu'on voit les premières méthodes de création de mots. Alors l'emprunt, pas question, puisqu'ils sont les premiers à s'intéresser. Donc il reste deux choses. Soit on prend un mot du langage courant, ce qu'on a fait encore sur la théorie des ensembles par exemple, plus récemment, un mot du langage courant, on veut lui donner un sens mathématique. Alors, Kyklos ou Kyklos, c'est pas comment on prononce le grec en Belgique, c'était un rond, n'importe quel rond, et donc ça va définir le cercle. Le cercle qui est vraiment l'exacte distance de tous les points à un centre. Keltros, qui voulait dire piquer en fait. On voit vraiment qu'on parle, je sais pas ce qu'ils avaient comme instrument. Trapéza, alors là, quand on regarde bien, si vous avez toutes les règles, même des mots que vous connaissez, tétra, c'est 4, et pésa, c'est pied. Les 4 pieds, en fait, donc ça désignait une table, souvent, qui a 4 pieds, et puis il y avait déjà un mot trapézion qui désignait une figure géométrique, je ne sais pas si c'était forcément un trapèze, et même encore dans le dictionnaire de La Furetière, c'est 1690, c'est le premier dictionnaire en langue française qui est. La Furetière, c'est un linguiste qui travaillait pour le dictionnaire de l'Académie française, puisque l'Académie française a été créée par Richelieu pour faire un dictionnaire, et ça traînait en longueur, il voyait que rien sortait, il a fait lui-même son dictionnaire, mais comme il y avait le monopole du dictionnaire par l'Académie française, il était obligé de le faire publier, je crois en Suisse, enfin en dehors des frontières de la France, pour pouvoir le diffuser. Donc la première définition, il y a des définitions savoureuses dans ce dictionnaire-là, il est maintenant sur Internet, on peut le consulter en ligne, et il met l'espèce de parallélogramme, dont deux côtés sont parallèles, un truc dans ce genre-là. Voilà, c'est assez amusant comme définition, mais c'est pas encore la définition officielle de. Non, c'est l'espèce de parallélogramme dont les angles ne sont pas rectangles. Voilà. Les angles ne sont pas rectangles. Et parallélos, alors para, ça veut dire à côté, parapharmacie, paramilitaire. Et allélos, ça veut dire avec les autres, quoi. Parallèle, s'accompagnant l'un à côté de l'autre. Et au début, le mot avait un sens mathématique en grec, mais pour des cercles parallèles. Des cercles parallèles, on nous dirait concentriques maintenant. C'est plus tard que c'était pour des droits. Et alors, je me suis étonné parce que para, ça m'étonnait parce que c'est un préfixe, une préposition grecque,
qui veut dire à la fois à côté d'eux, mais qui veut dire opposé. Vous allez me dire, il y a parachute, il y a parasol, c'est contre le chose. Voilà. Et pourquoi un mot qui veut dire à la fois à côté d'eux et contre, a le même sens? Pour moi, c'était deux choses absolument antinomiques. Et puis je me suis aperçu que, pour regarder une expression connue en France, c'est en même temps, pour des raisons politiques, puisque c'est le mot cher à Macron. En même temps, on peut l'utiliser pour qui accompagne. Il fait du latin, mais en même temps, il fait du grec. C'est un peu en parallèle. Et par exemple, il est écolo, mais en même temps, il jette toutes ses bouteilles en plastique dans sa poubelle générale. Il y a une opposition. Et vous voyez que ce mot, para, peut désigner en même temps l'opposition et en même temps. Voilà. J'ai trouvé comment. Je pense que c'est par la même démarche que para a eu ces deux sens, qui pour moi est un peu antinomique, etc. Donc, première chose, on va prendre un mot du langage courant et on le met dans une acception mathématique très précise. Deuxième chose, il n'y en a pas assez, donc il faut construire des mots nouveaux. Alors, excusez-moi si c'était un peu texte, c'est pas très grave. Donc, vous avez. Là, on va créer un mot. Hypoténuse n'existait pas dans le grec courant, mais on va le créer pour l'angle droit. Comme chacun sait, les deux côtés de l'angle droit, ils s'appellent les cathètes. Donc, chacun sait, je rigole. Chacun sait. Monsieur vient de me dire que ça s'appelait comme ça, j'ai ignoré totalement. Mais alors, et l'hypoténuse, vous voyez, ça vient, hypo c'est en dessous, et ténéo, si vous voulez, pour ceux qui ont fait du grec, je me souviens souvent la première personne, ça veut dire tendre, qui tend en dessous. Donc on se doute que le triangle était mis comme ceci, et donc les cathètes, c'est ceux qui descendaient cathode, c'est-à-dire vers le bas. La cathode, vous savez, il y a l'anode et la cathode en chimie. Ode, c'est le chemin, comme on a dans l'Exode, c'est la route, en grec moderne, d'ailleurs, odos, c'est la route. Hein. Et c'est la cathode, c'est la route qui va vers le bas, et anode, c'est la route qui va vers le haut. Et je pense que c'est parce que les côtés vont vers le bas, en partant du sommet. Ça irait bien quand même, en tout cas. Mais je viens d'inventer l'étymologie là maintenant, donc je suis pas certain. Il va falloir que je vérifie, mais monsieur m'a fait savoir que les côtés de l'angle droit s'appellent les cathètes. Donc je pense qu'il y a un rapport à aller vers le bas. Et quand on est sur ce dessin-là, on le voit. Si mon étymologie s'avère exacte, je changerai les choses. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on va créer un mot nouveau en partant de mots. Donc on va prendre ici deux mots du grec, et puis on dit c'est tendu vers le bas. Mais ce qui est intéressant, c'est voir comment probablement se représentait le triangle, le rectangle, avec le sommet en haut. Nous, on peut le mettre comme ça, ou j'en sais rien, on peut le mettre comme on veut, mais le vocabulaire l'indique comme ceci, tendu par en dessous. Quoi. Je peux dire aussi que chez les Grecs, il y avait la façon de penser des nombres, ils ne les représentent pas de manière linéaire comme nous sur une droite. Alors attention, l'ombre pour les Grecs, c'était que des nombres entiers. Hein. Je reviendrai sur le mot arithmos, quand je ne ferai pas le passage avec les Romains, mais ça voulait dire nombre entier. Les nombres entiers, ce n'est pas de manière linéaire. Il s'était vu, vous voyez, il y avait des nombres carrés, d'ailleurs on dit encore le carré d'un nombre, vous voyez, cette expression reste, même si pour nous, quand on dit 3 au carré, on ne pense pas à un carré, enfin, moi en tout cas. Mais là, les carrés, puis il y a les nombres triangles. Alors je les ai mis en dessous, ou alors en bleu sur les autres. Alors les nombres carrés, ben, ça correspond à nos carrés, qui est 1, 4, 9, 16. Et les nombres triangles, vous avez 1, 3, 6, 10. Certains représentants n est plus 1 sur 2, puisque la somme, si vous les prenez en diagonale, c'est la somme des entiers. 1, 2, 3, 4, donc c'est la somme des entiers des 4 premiers nombres, des 5 premiers nombres, des n premiers nombres, qui donnent les nombres, et donc tous les équilibrons carrés, évidemment les cubes c'est pareil, ils avaient quand même leur nombre carré, et donc avec une représentation des nombres qui était géométrique, et il y avait une grande vision de géométrie dans l'arithmétique, que nous avons totalement perdu. Alors je passe au grec, même si j'en parle un petit peu, parce qu'ils sont toujours présents dans la construction de mots jusqu'au XXe siècle. 21e, j'ai encore pas beaucoup de mots mathématiques. Et passons les Romains. Les Romains, ce n'étaient pas des grands mathématiciens, mais ils en ont eu besoin quand même. Et c'était avant tout des guerriers, des organisateurs, et à la fois administratifs, militaires, etc. Mais ce n'est pas grands mathématiciens. Ils étaient fascinés par les travaux des Grecs. Et donc ils ont eu besoin de reprendre les mathématiques grecques, sans doute de les traduire, et puis d'avoir des mots qui leur soient propres, qui s'intègrent à la langue latine. Donc en fait, il y a eu deux manières de le faire.
Donc je reviens sur l'isocèle, je dis isoscélès qui a deux jambes égales, et qu'on a latinisé, francisé en isocèle, mais c'est resté le même mot. Voilà. Par contre, isopleuros, voulait dire côté égaux, a été traduit mot par mot, de même en néerlandais pour isocèle, mot à mot, donc iso devient aikus, aiku là-dedans, et on a dans équilatéral, hein, c'est traduit en français, et latéraliste, le côté. La touche était beaucoup plus large que. Enfin, c'est un mot qui avait un sens plus large que le côté en français. Pour nous, le côté en mathématiques, c'est juste le côté d'un triangle, d'un polygone. Hein, ça avait un sens de différentes choses. Par exemple, la distance des deux foyers d'une hyperbole, c'était aussi le côté. Et d'où le nom équilatéral, qui a ses côtés égaux. Alors, dans une hyperbole, on ne voit pas de côté. Nous, c'est la distance des deux foyers, puis une autre chose, au niveau du foyer, la distance quand on coupe la branche de l'hyperbole. Et quand elle avait, pour eux, c'était côté au sens beaucoup plus large que nous. C'est toujours une hyperbole équilatérale, même si pour nous, ce n'est pas des côtés, tout ça. Donc, vous voyez le reste du terme latin. Et donc, voilà les deux déformations. J'en parlerai d'une troisième chez les Romains. Là, c'est la troisième. Donc logos, oui, c'est un mot grec, la réponse aussi, ratio et numerus des mots latins, et rapport et nombre, évidemment, des mots français. Et voilà, les Grecs, alors chez les Grecs, logos, c'est un sens très très large. Au départ, c'est tout ce qui est mis en rapport, en relation. Donc ça peut être la parole, la parole du Christ, par exemple, c'était un logos, parce que c'était, dès qu'on donne du sens, on met des choses en relation. Et donc, logos était utilisé par les premiers chrétiens pour parler de la parole du Christ, mais c'était aussi le rapport, et même le simple le rapport de deux nombres, hein, on comparait deux nombres, 3 et 5, hein, c'est donc un logos, d'où logarithme plus tard, qui est le quotient, le logarithme, c'est inventé par Neper bien après, mais c'était dans le sens de quotient de nombres. Hein, le logarithme, ce qui est là. Le logarithme, vous l'avez presque écrit, mais c'est un siècle avant Neper, l'inventeur des logarithmes. Et alors, arithmos, au début, avait un sens de nombreux, parce que la notion de nombre, c'est une notion quand même délicate. Parce que quand vous prenez 4, par exemple, pour nous, 4, c'est quelque chose, on a l'impression qu'il existe, qu'il est devant nous, mais en fait, non. 4, c'est une vision de tout ce qui représente 4 objets. Hein, et de passer de 4 objets à 4, ça demande une conceptualisation des choses. 4, ça veut dire qu'on va donner, on considère quelque chose de commun à tous les ensembles, il y a 4 objets, et on va lui donner un nom. Et pour nous, ça va avoir une représentation. Maintenant, dès qu'on a le plus jeune enfant, on apprend aux enfants les noms, donc pour eux, ça vient très vite. Il faut se rendre compte que c'est déjà un concept abstrait, je crois que c'est Platon le premier qui a fait remarquer, un concept abstrait d'avoir une notion de nombre. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, quel que soit le support que vous prenez, vous allez prendre des cailloux ou des carottes, vous en mettez 4 et 3, et ça donne toujours 7. Vous allez toujours trouver un lien, et donc on peut faire des opérations, non pas sur les carottes ou sur les cailloux, etc., mais quelle que soit la chose, ça marche, et donc du coup on peut faire une opération abstraite sur 4 plus 3 égale 7. Mais il y a toute une abstraction que notre esprit a tellement emmagasiné sur le premier âge qu'on ne se rend pas compte. Et donc, dans cette abstraction, les Grecs lui avaient donné aussi le nom d'arithmos. L'arithmos, le nom, même au sens où nous on l'entend maintenant. Et les Grecs, les Latins, quand ils prennent des choses, ils ont quelque chose qui veut dire un peu comme le gosse, mais le rapport. Et aussi, numerus, ça veut dire ce que serait un grand nombre. D'ailleurs, en français encore, quand on dit les gens sont venus en nombre, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Même si 2 est un nombre, les gens sont venus en nombre, c'est qu'il y en a beaucoup. On a encore l'ancien sens de nombre et de numerus dans notre vie. Donc, les Grecs, les Romains ont pris un mot ils n'avaient pas de concept, ils ont un mot qui devrait aller avec, et là, ils le mettent dessus, et nombre devient, numerus devient le mot qui correspond à la réponse. Donc on modifie un peu, donc on
passe de quelque chose qui est très pragmatique à un mot qui est beaucoup plus intellectuel, conceptuel, si vous voulez dire vous, conceptuel, et on va rendre ce pour le faire. Et nous, après, on a... alors, Ratio nous a donné deux choses, a donné le mot raison, et d'ailleurs, on dit encore la raison d'une série géométrique, et au départ, on dit pour quelle raison ça s'appelle comme ça. Pourquoi raison? En fait, c'est le mot ratio francisé, et nous, on dirait plutôt rapport en français. On dirait ratio, encore qu'on utilise dans le système bancaire de ratio, hein, mais qui serait plus rapport, et raison, c'est plus le sens. Le monogos donne plusieurs mots en français, mais pour sens mathématique, on a un rapport et nombre, évidemment, qui a le même sens que les autres. Donc, le mot, les Romains prennent un mot du langage courant et l'adaptent au concept qu'on avait déjà. C'est un peu la troisième façon de construire des mots. Et les Romains, vu le chiffre romain, vous avez essayé de faire des opérations avec des chiffres romains, c'est absolument impossible, il ne faut pas trouver d'algorithme sympathique. Donc en fait, ils comptaient avec des sortes d'abacs comme ceci, et on mettait, vous voyez, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, alors la plupart c'est dizaines de milliers, centaines de milliers, comme ceci, et on mettait le résultat en haut. D'où la somme, c'est la mot sommée. Donc on voit encore comment noter, comme faisaient les Romains, on dit toujours la somme, et nous on met en bas. On avait toujours la somme. Hein, dans les opérations qu'on fait, on met le résultat en bas, et c'est la somme. Alors en fait, c'est le même mot que sommet. Hein. Et vous voyez, comme c'est intéressant, on voit encore comment il y a 2000 ans on faisait nos opérations pour avoir regardé le mot qui indique la somme, alors que maintenant, c'est plus du tout comme ça qu'on le fait. D'ailleurs, j'en profite pour le dire avant de passer aux Arabes. Il y a tous les mots, je n'ai pas mis dans mon diaporama, tous les mots du raisonnement mathématique qui viennent des Grecs. Et je pense en particulier du mot hypothèse. Hypo en dessous, thèse, c'est ce qui est à la base des choses, la thèse. Vous retrouvez un petit peu changé dans cathédrale ou chaise. Chaise vient de cathédra. Et un thèse, c'était ce qui était à la base, et l'hypothèse qui était en dessous. Parce que pour eux, le raisonnement montait, allait du bas vers le haut. Et nous, plutôt, il va du haut vers le bas. Il en découle que. Il découle, donc ça descend. Et eux, ça montait. Hein, on faisait monter le savoir vers le ciel, et nous, on le fait descendre, et c'est amusant comment on a changé aussi la direction. On pouvait parler de mathématiques, hein, ça aurait été peut-être commencer par ça. C'était un mot qui désignait mathéma au pluriel mathémata, parce qu'on fait du grec, c'est un pluriel en gagne aussi là, qui était à la fois l'enseignement de la connaissance et le résultat de la connaissance, qui avait les deux mots. Et c'est sous l'influence de Platon et d'Aristote qui ont mettez les mathématiques, Platon qui mettait l'une entre ici, une des géomètres, l'importance des mathématiques, ont fait que ça s'est cantonné à une science mathématique un peu large, mathématiques à un sens assez large, peut-être plus large que maintenant. Théorème aussi, c'était, on voit comme théâtre, il y avait d'abord quelque chose d'observation, de ce qu'on regarde. Et orème, c'est le même mot qu'on a dans panorama, qui veut dire orama, ça veut dire voir. Panorama, c'est on voit tout, et théorème, c'est ce qu'on voit un peu dans un spectacle, dans quelque chose, puis on met devant soi, et c'est devenu bien plus tard vraiment un résultat qu'on peut donner. On l'a aussi dans le théâtre qui est le orama, dans Castorama, on peut trop le truc qu'on voit, mais voilà, il est devenu un suffixe pour les marchands de différents de meubles, de je sais pas quoi. En Belgique, en France, on a Conforama, on a plein comme ça, et on ne voit plus rien, hein, mais ça vient de panorama. C'est pas rama, c'est orama. Et diaporama. Diaporama, oui. Mais alors dia c'est à travers. Le P, alors je sais pas bien. On voit à travers, on peut compter les premières diapositives, on met à travers, je sais pas si
aux Arabes. Donc en fait, 529 se ferme l'Académie dite de Platon. En fait, elle avait disparu à un moment, elle a été recréée. Justinien la ferme parce que c'était un repère de païens. Et le christianisme triomphant devait bannir tout ça. Donc tous les savants s'en vont. Il y a quand même eu, il faut le dire, un recul de la connaissance à ce moment-là. Et où est-ce qu'ils s'en vont? En fait, beaucoup dans l'Empire sassanide, dans l'Empire perse qui était à l'est, qui couvrait une grande partie du Proche-Orient, de la Perse, etc. Et il y a eu quelques souverains de grande valeur, en particulier Khosrow, il s'appelle en persan, hein, qui avait réuni un certain nombre de savants dans une ville dans laquelle il y avait une grande bibliothèque. Je ne me rappelle plus très bien le nom, Bounagar, je crois, je vais vous dire une bêtise, hein, et dans laquelle il avait réuni une bibliothèque et réuni beaucoup d'ouvrages qui venaient de ces savants, qui certains ont été invités là, d'autres d'ailleurs sont repartis en Grèce, ils ne se sentaient pas très bien. Et c'est en fait quand est arrivé la conquête arabe, donc 632, c'est la mort de Mahomet, et après le califat omeyyade s'installe à Damas en 661, je crois. Enfin, bien, ils sont tous assassinés sauf un qui s'en va en Andalousie, et par les Abbassides, qui de Damas s'installent à Bagdad. Et là, après des luttes fratricides épouvantables, il y a deux souverains particulièrement cultivés, Harun al-Rashid, lui qui fait une immense bibliothèque, qui fait venir des livres de partout, principalement des livres grecs, sans doute de l'Empire sassanide, d'Inde, etc. Et puis son fils Al-Mamoun, qui lui transforme la bibliothèque de son père en une maison de la sagesse, Balt al-Hikma, maison de la sagesse, dans laquelle il fait venir des savants et il les fait traduire les livres. Donc ils traduisent un certain nombre de livres grecs, je crois aussi des livres indiens, mais je n'ai pas d'exemple, dont certains livres grecs ont été sauvés grâce à ces traductions en arabe. Et c'est là que parmi ces noms de la sagesse, alors on est vers 820-830, un mathématicien en fait persan, d'ailleurs il arrive de ce qui serait maintenant l'Ouzbékistan, l'ouest de l'Ouzbékistan, du Kharezm ou Khorasmi, on disait autrefois au XVIIe siècle. Mohamed ibn Moussa, qui est Mohamed, fils de Moïse, Al-Khwarizmi, du Kharezm, de la Recep, c'est du nom de sa région. Et puis évidemment, on écrivait en arabe, même si on était persan, de même qu'on écrivait en grec, même maintenant on écrit en anglais, même si on est français ou allemand, dans le domaine scientifique. Malheureusement, ça c'est notre sujet. Et ce Al-Khwarizmi, dont le nom, je vous ai dit, a donné Al-Gori, écrit deux livres importants. Un, c'est carrément son nom en fait, parce qu'on n'a que la traduction latine de cet ouvrage. On ne connaît pas l'ouvrage en arabe, et même on se demande s'il n'y a pas été des choses rajoutées, si tout est de lui. On ne sait pas vraiment. Et il traduit en algorithmie des numéros Idorum, donc algorithmie là-dedans, c'est l'auteur, et au sujet des nombres indiens. Puisque vous savez que, je pense que tout le monde connaît, je ne reviens pas sur l'arrivée des nombres indiens qui arrivent à Bagdad ensuite, et donc il explique comment on va utiliser les chiffres arabes, qu'on appelle maintenant nous les chiffres arabes. Et là, le titre en latin, ce livre, c'est Alchimie Algèbre. Alors, Algèbre, ça vient de l'autre livre qu'il écrit, Kitab Al-Jabr wa Muqabala, c'est-à-dire le livre de la remise en place. Al-Jabr, c'est la remise en place qui a donné le mot Algèbre, c'est-à-dire dans lequel il explique la résolution des équations du second degré, mais avec 6 cas, parce que pour lui, il n'y a pas de nombre négatif au début, donc on a, suivant que devant le x, on a des moins ou des plus, on va le mettre d'un côté ou de l'autre. Et puis, Muqabala, c'est la simplification. Et d'ailleurs, on peut trouver Al-Jabr remise en place en Espagne du Sud, du temps, même après le départ des musulmans, on trouvait des gens qui étaient algebrista y sangre d'or, donc ils remettaient les eaux en place, des algébristes, c'est-à-dire qu'ils remettaient les eaux en place, et sangre d'or qui faisaient des saignées. Je pense que vous ne voulez pas trop aller chez eux, mais enfin, c'est sans savoir. Voilà, donc là démarre l'aventure des chiffres arabes, et puis avec des mots nouveaux, donc algèbre qui nous vient du titre, et algorithme, deux mots qui nous viennent
mathématicien, du nom de ce mathématicien et d'un de ses ouvrages. Et alors, un autre mot qui a fait quelque chose d'assez étrange, c'est les mots zéro et chiffre. Parce que donc les Indiens, ça je l'avais dit déjà, donc on va revenir au suivant. Le zéro, donc je vous dis, ça vient des Indiens qui sont les premiers à faire la numération de position, c'est-à-dire que on s'en rend plus compte, c'est quelque chose de complètement génial. C'est-à-dire que là, un nombre, vous écrivez par exemple 65 ou 72, enfin, 72, donc le 2, il indique les unités, il indique qu'il vaut 2, 1 plus 1 qui vaut 2, et sa classe dit que c'est juste 2. Le 7, il indique qu'il y a 7, mais en fait c'est 7 fois 10, sa position indique que c'est des dizaines, donc ça fait 70. Et donc du coup ça fait 72. Donc le chiffre 7, il est à la fois significatif d'une valeur de 7 et d'une position qui le multiplie par 10. Donc il y a un double sens rien que par l'écriture à une place donnée de ceci. La seule chose, c'est que comment on va distinguer 702 et 72 si on met rien du tout. Vous voyez, les Chinois, par exemple, eux, ils mettent, quand ils écrivent 72, ils vont écrire le chiffre 7, qui correspond au 7, qui reçoit un symbole qui signifie 10, et un symbole qui signifie 2. Mais 702, donc ils vont écrire le 7, le symbole qui signifie 100 et le 2. Mais tant qu'on n'a pas le 0, il faut séparer les deux, sinon 702 et 72 sont le même, s'écrivent pareil. Donc il fallait inventer le 0. Alors ils inventent le 0 qui en même temps désigne rien du tout, et donc ils prennent le mot sunya, qui veut dire vide en. Alors, c'est pas encore l'hindi, et c'est plus trop du sanskrit dans la langue que parlait de Brahmagupta. Donc le grand mathématicien, on ne voyait pas que lui, mais le grand mathématicien indien du 6e siècle après Jésus-Christ. Et chez le premier, chez qui on a vu des écrits sur lesquels il y avait la numération de position. Parce que c'est lui qui l'a inventé. Il y en avait d'autres aussi, je ne sais pas trop. Et qu'est-ce que font les Arabes quand ils arrivent? Ils prennent le mot qui veut dire vide en arabe. C'est siffle. Attention, pour ceux qui ont fait arabe, c'est un S emphatique, on gonfle les joues, on met la langue sur le palais. Siffle. Siffle, vous doutez bien que c'est l'ancêtre de notre chiffre. Vous doutez moins que c'est l'ancêtre de notre mot zéro. Donc en fait, il a fait donc le livre d'Al-Khwarizmi arrive en Occident et traduit sous le nom des Numéros. Certains le rencontrent, ça circule, mais il n'y a pas d'imprimerie, donc il n'y a pas 50 exemplaires, il y en a juste quelques-uns qui circulent. Bon, c'est intéressant, mais ça ne passionne pas les foules. On entend parler encore avec le pape de l'Antique, Gérard de Rillac, qui est allé d'ailleurs en Andalousie, qui a rencontré des savants dans le califat de Cordoue. Il revient, il en parle, mais bon, ça ne va pas plus loin. On en reparle avec Léonard de Pise vers 1200, qui écrit un livre Liber à Bacci, en français italienne. Lui-même, son père était commerçant, était allé en Afrique du Nord, à Bougie ou Béjaïa, et puis même peut-être en Égypte. Et il a le contact, et lui, il s'aperçoit que c'est intéressant, et lui aussi fait un livre pour vanter les chiffres, mais ça reste un petit peu lettre morte. Mais ça commence à circuler. Et puis d'un coup, vers le XIIIe, XIVe siècle, il s'est y avoir beaucoup d'échanges, en particulier les marchands italiens, mais en Flandre aussi, il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux, en Champagne, en France aussi, donc tout ça, ça se met à s'échanger, et le boulier, il suffit tout à fait à faire des calculs précis, donc on s'aperçoit que c'est intéressant d'avoir des chiffres arabes pour faire les calculs, et alors c'est là que j'ai mis mon... Oui, je parle pas sur mon courage, j'ai jamais su. Donc, je reviendrai là-dessus après. On se met à faire, et puis là c'est au XVe siècle, ça commence de venant pressant, mais la seule chose, les gens ils ne savent pas du tout les utiliser. Et comment on va faire? Et d'un coup on voit des mathématiciens, de très bons mathématiciens, qui écrivent en langue vernaculaire, dans leur langue, pour expliquer aux hommes d'affaires, aux commerçants, comment on va utiliser ces chiffres arabes. Et donc, en France, c'est Nicolas Chuquet, qui, au devant, a fait des choses intéressantes sur l'algèbre. Vraiment on peut dire que c'est vraiment un mathématicien. Et qui a fait son livre,
parti en la science des nombres par maître Nicolas Chuc, qui est parisien. C'est publié à Lyon, il dit bien qu'il est parisien, je pense qu'il y a quelque chose. Et puis, quand on demande à des Allemands, citer 3 mathématiciens, je crois que si on demande à des Belges, citer 3 mathématiciens, qu'est-ce qu'ils disent? Des Belges pas trop cultivés, pas vous, mais... C'est des Grecs sans doute. Hein. Oui. Bon, les Français, ils disent Pythagore, Thalès. Oui, c'est ça. Et le troisième, il a rajouté son nom français, ça peut-être Chal, ou je sais pas qui. Enfin, oui, ben c'est voilà. Les Allemands, ils disent Pythagore, Thalès et Riese. Que personne ne connaît en France. Personne. En Belgique, je ne sais pas. Peut-être à Oyton. Mais personne ne connaît Riese. D'ailleurs, il s'appelle Riese. Riese, ça veut dire géant en allemand. Ils lui ont ajouté un E pour que son nom soit géant. C'est étonnant. Et si vous allez faire vraiment, vous voyez le titre Rechnung auf der, alors c'est dur parce que c'est un L gothique. Et puis il y a un H qui doit ajouter, comme on ne sait plus maintenant, der Linien und Federn. Calcul sur les lignes et les plumes. Là, c'est la lutte entre les deux. C'est intéressant, les lignes, c'est parce qu'ils comptaient toujours avec des sortes de. Pas forcément un boulier, on dessinait des lignes et on faisait passer des. Alors, c'était des phoeniches, je ne sais pas quoi, des pièces, grosso modo, des sortes de pièces. Hein, phoeniches comme l'ancienne division du Bach, hein, qu'on faisait passer, et vous voyez, les milliers, les centaines, les dizaines, les unités, et ça on comptait comme sur un boulier, on comptait avec des lignes. Et avec les chiffres arabes, on pouvait faire des calculs sur un papier, enfin sur le papier, avec la plume. Donc c'était la lutte entre la plume et la ligne. Donc on voit bien dans le titre, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait là, parce que d'abord le titre j'ai eu du mal à lire, je vous l'avoue, et maintenant j'ai vu ça et j'ai trouvé que c'est très intéressant, c'est le combat entre le moment où parce que les chiffres romains, on ne parle même pas pour compter, on les pour écrire, oui. D'ailleurs, il y a encore des chiffres romains en dessous, là, pour dire son année, je ne sais pas quoi. Mais pour compter, on ne pouvait plus, mais on comptait avec ça, avec des lignes. Et c'est le moment où les chiffres arabes vont l'emporter, et donc Madame Riese, que je voudrais, a publié ce livre, et j'ai mis Nach Adam Riese parce qu'en allemand, pour dire c'est mathématique, on dit Nach Adam Riese. Donc, comme nous en français, quand il n'y a rien de mathématique, les gens ils veulent le prouver, vous disent c'est mathématique. Je sais pas, mais voilà, là on dit Nach Adam Riese, là le plus de controverse possible, c'est Nach Adam Riese. Je vais revenir juste un peu en arrière, donc ça je vous en ai parlé. Ça c'est intéressant, la racine des choses. Là aussi il y a quelques étymologies amusantes. Le mot racine, en fait, moula, c'est les Indiens qui l'ont inventé. Pourquoi la racine? Quand vous cherchez un nombre, il y a quelque chose de caché. Quand vous avez un nombre, vous voulez chercher la racine d'un nombre, pas 9, disons 5 par exemple, vous cherchez sa racine, c'est vous voulez chercher quelque chose de caché, comme la racine de l'arbre. Et c'est cette analogie qu'ils ont fait pour appeler la racine des choses. Et la racine, après, ça a été traduit en arabe, Gilles, ça a été traduit en latin radix, et traduit en français racine. On a gardé le mot, sans que la notion de l'arbre soit totalement visible dans les choses. Alors ça, c'est pour l'inconnu, les Anglais. Shai, la chose, Shuga, la petite chose. Vous connaissez Shuga, la petite chose, Shai, un peu moins. Hein. En bas latin, parce qu'en latin, c'était reste la chose, mais en bas latin, c'est le mot causa, qui est devenu causa très rapidement, qui est devenu la chose. D'ailleurs, le livre d'Adam Riese s'appelait Dikos, c'est-à-dire la chose, la recherche de l'inconnu. Et l'art cosique, c'était l'art de faire des mathématiques, c'est l'art cosique, l'art de la chose. Donc maintenant, on dit plutôt l'inconnu, enfin, la chose est peut-être un sens un peu clair. On dit plutôt l'inconnu, et il semblerait, je ne suis pas forcément certain, mais j'ai eu plusieurs endroits de dire que l'origine du X pour l'inconnu viendrait de là, c'est-à-dire qu'en fait, en ancien espagnol, on parlait au moment de la le X se prononçait che, et catalan, il est. En catalan. En catalan, c'est encore le cas. Et vous avez un exemple, vous connaissez la ville de Jerez de la Frontera, hein, avec un J au début. Des vieux textes, Xérès, d'ailleurs, le vin s'appelle du Xérès, et en anglais du sherry. Et il se prononçait che. Hein. Et il est devenu la Jota en espagnol par la suite, mais il se prononçait che, et en espagnol de l'époque, il se traitait avec un X. Donc c'est après Descartes qui a utilisé suite, et puis Viette et Descartes. Non, Viette plutôt, il a pris
les voyelles pour les paramètres et les consonnes pour les inconnus, et Descartes dit qu'il va prendre les inconnus à la fin, mais je pense qu'il y a déjà l'exemple de ceci, et donc le X viendrait de la première lettre de Child, mais et sur les textes arabes, j'en ai vu où c'était c'est pas le che, parce que le che c'est comme le S mais avec des points dessus, il utilise juste le S, donc ils enlèvent les points pour utiliser l'inconnu comme diminutif de la chose. Et puis, alors, étonnant, c'est le sinus. Les premières tables de sinus, on les trouve aussi chez les Indiens. Et en fait, ils ne calculaient pas le sinus pour eux, c'est pas un angle, mais de la demi-corde. La corde, c'est qui joint deux points du cercle. Hein, et ils faisaient la demi-corde, ça peut se comprendre, parce qu'on a un triangle rectangle, hein, de la demi-corde qui s'appelait Jia Arda. Et le Jia est venu, ils ont traduit en Jiba, qui ressemblait à un mot qui veut dire le pli du vêtement en arabe. Je n'ai pas vérifié dans le dictionnaire d'arabe, mais je fais confiance à ce que j'ai lu. Hein, le pli d'un vêtement. On a traduit en latin, le pli d'un vêtement, ça se disait sinus. C'est le mot sinus, franchement, c'est le pli. Les sinus dans le truc, c'est parce qu'il y a des tissus plissés. Hein. Une sinusite, ça n'a rien à voir avec la sinusoïde, etc. Et quand on pense que sinus, il y a donné le mot sein, sein d'une femme, ça vient de la même chose. C'est ce qui était la cabine courbe, etc. Mais on pense à la sinusoïde, mais rien à voir. Les premières sinusoïdes, les courbes, on les trace au XVIIe siècle. On ne les trace pas du tout maintenant. Donc le fait que le sinus, qui a donné la courbe, fait des vagues, et qui serait à la limite bien nommé maintenant, mais il n'y avait rien à voir. C'est vraiment des fausses étymologies qui se sont succédées. Et c'est assez amusant que sans comprendre, on traduit un mot directement, le pli d'un vêtement, on traduit en sinus, alors qu'on ne sait pas le rapport des choses. Donc je repasse ceci. Et j'arrive à la Renaissance. Alors, deux mathématiciens, un grand et un petit, François Viette, qui vivait de fin du XVIe siècle, qui est en lien avec Henri IV en particulier, qui était protestant alors qu'il y a eu des ennuis, mais après, bon, avec Henri IV, ça s'est mieux passé, et qui est vraiment, on peut dire, un des fondateurs de l'AGL. Jacques Pelletier-du-Mans, qui est moins connu, mais c'est un poète de la Pléiade, c'est un poète mathématicien, un proche de Ronsard, du Bellay, etc. Et Pelletier, oui, on met deux ailes d'habitude, mais je mets un aile pour lui faire plaisir, parce qu'il était partisan de réforme de l'orthographe, où on simplifierait les choses, et il tenait à ce que son nom soit écrit avec un seul aile, parce que il n'y a pas de raison de mettre deux ailes à Pelletier. Et il a fait, je crois, le premier livre d'Algèbre. Et donc, c'est vrai que l'héritage des mathématiciens arabes, a été, pour des raisons sans doute idéologiques de religion, a été assez oublié, et on a voulu privilégier l'Antiquité grecque, au moment de la Renaissance, les romaines, les gréco-romaines, et même l'origine de l'Algèbre, on ne sait plus trop d'où ça vient, même si Jacques Pelletier, on l'appelle Pelletier-du-Mans, on a encore conscience, dans son livre paru en 1609, il écrit le premier, il parle de l'Algèbre, de cet art, selon d'aucuns, fut Gébert l'arabe, et se fonde sur la raison du mot composé d'un nom propre et d'un article arabique qui est al. En fait, là c'est Jabre. Mais lui, il a enlevé l'article, donc il ne met plus que Gébert, et il a l'impression que c'est le nom du bonhomme qui n'est pas écrit. Il s'appellerait Gébert. D'ailleurs, il y a souvent un pseudo-mathématicien arabe qui s'appellerait Gébert, Jaber, etc. qui en fait, je crois, n'a jamais existé, et c'est confluent avec le mot Jabre. Vous voyez, les voyelles en arabe n'ont pas beaucoup d'importance. Jabre, Gébert, c'est la même chose au son de la prononciation. Donc voilà, l'algèbre arrive avec justement une séparation entre ce qui est de l'arithmétique et du calcul avec des nombres, vraiment des nombres, et l'algèbre qui va être calculée avec des inconnus, des paramètres, donc on va remplacer des lettres. Et c'est Viette qui a fait le gros du travail pour remplacer les nombres par des lettres et montrer des résultats. Il y a une phrase assez belle dans laquelle il explique que d'un coup on va pouvoir faire une vingtaine là où il y avait une vingtaine de calculs, on n'en fera plus qu'un seul, parce qu'on aura remplacé les nombres par des lettres et les propriétés on n'aura plus à les montrer pour tous les nombres. Pour nous ça paraît banal, mais pour eux c'était vraiment une conceptualisation des choses qui faisait avancer la pensée et gagner du temps et gagner de la place dans le cerveau, puisqu'on n'a plus qu'une formule à retenir au lieu d'en retenir beaucoup. Alors c'est là qu'apparaissent aussi un certain nombre de mots qui
qui sont tout à fait les mots du langage courant, enfin du langage mathématique même de l'école primaire. Multiplication, au départ c'est une augmentation, enfin on va essayer de plier, en fait c'est d'après le verbe plier, on plie en beaucoup. Hein. Si vous pliez, ça doit faire autant de fois la même chose. Hein. Alors les noms produit et facteur. Alors produit, il faut voir que le produit, ça vient d'un verbe pro devant soi, et l'ancien mot de français duire, je crois qu'il y a fait beaucoup de mots, produire, conduire, déduire, etc. Mais le mot duire a disparu, sauf dans une expression, cela ne me bute en rien, on se transformé en ça ne dit rien. Cela ne me conduit à duire, ça veut dire conduire. Hein, cela ne me conduit à rien, et comment ça plus ce qu'on voulait dire, maintenant c'est devenu ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout, en fait c'était cela ne me bute en rien. Et ben, quand on ne comprend plus le mot, on le met et puis on l'adapte un petit peu à sa pensée, mais à l'origine c'était le verbe duire et non pas le verbe dire. Et produit c'était qui mène devant, on met devant, qui mène devant. Et donc en fait il y avait une notion dynamique du produit. La multiplication n'était pas totalement commutative, c'est-à-dire qu'il y avait un nom qu'on multipliait et un nom qui multipliait. Il y avait le sujet et l'acteur, si j'ose dire. D'ailleurs, il y avait les mots multiplicateur et multiplicant. Multiplicant de Girondin Fatin devront être multipliés. Il y a le multiplicateur qui multiplie et celui qui doit être multiplié. Ils ont des rôles différents. Et le produit, c'est ce qui arrivait devant, ce qu'on mettait devant de ceci, avec quelque chose de... Et alors j'ai pris c'est le premier dictionnaire de mathématiques 1691, et c'est l'année d'après, juste un an après, celui de la Furetière, et c'est le premier dictionnaire de mathématiques. D'ailleurs, je peux obtenir une édition, pas photocopiée, donc la remise au page de ce dictionnaire, il y a des choses absolument adorables dedans. Il explique que multiplier un nombre par un nombre, il en trouve un troisième qu'on appelle produit, qui contienne autant de fois le multiplicant que le multipliant, qu'on a multiplicateur, qu'on prend d'unité. C'est quelqu'un aussi qui a fait des jeux mathématiques, des livres sur les jeux mathématiques. Ce Jacques Ozanam est passionnant. Alors il y a les fractions aussi, les nombres rompus, et puis j'ai mis Simon Stéphine qui est à Bruges, je crois. Oui, si vous me confirmez. Parce qu'il avait utilisé cette phrase qui était sa devise, le miracle n'est jamais un miracle. Mais c'est pas train de dire, dans le Wikipédia en langue française, c'est marqué une merveille n'est jamais un miracle. Le même mot est traduit de mots différents. Je sais pas trop, mais ça m'a amusé de mettre Wonder is Wonder. Alors le Suède, je ne sais plus maintenant en néerlandais ou en verbe. Voilà, peu importe. Simon Céline est le premier à vraiment faire des fractions. Alors, il faut dire, à l'époque, là, les fractions n'étaient pas encore tout à fait des nombres. D'ailleurs, on avait la fraction, c'est-à-dire que c'était casser un nombre, un morceau, et nombre rompu, c'est une fraction plus grande que 1. 3 cinquièmes était une fraction, et 8 cinquièmes était un nombre rompu. Ce qui était plus grand que 1, on avait cassé, on prenait le 1, on cassait en morceaux. Mais lui aussi, il démarre les fractions décimales, parce qu'on comptait encore plutôt en base 60 quand on avait des subdivisions. Donc les premières fractions décimales étaient intéressantes pour rentrer dans le système et s'adapter aux chiffres arabes aussi. Et puis je vais m'intéresser à savoir pourquoi, en français, on utilise le même mot pour indiquer l'ordinal, le 5e Tour de France par exemple, et la fraction 1/5. Pourquoi c'est le même mot? Alors, on dirait que pour tiers égard, c'est pas le même mot, mais en ancien... Vers 1800, il y avait le tiers état, le tiers livre, tout ça, c'était le 3e. Charles Quint, c'est le Charles V. Hein, et Charles le 5e. Et donc, il y avait déjà le même mot pour pour le tiers écart, on garde, on ne dit plus un 5e, on dit un 5e, pour la fraction. Mais qu'un fixe, ça restait jusque-là. Pour même revenir si des prénoms, la quinte de tout, c'est ce qui se reproduisait toutes les 5 heures, à peu près. La quinte en musique, c'est 8 tours, etc. En fait, c'est parce que 1/5, c'était pas tout à fait un nombre, c'est pas 0,2 pour 1/5, mais c'est que, par exemple, on partage une tarte, je la coupe en 5, je regarde 4 poteaux et je vous donne le 5e. Et le 5e est à la fois la fraction et le 5e morceau au sens de l'ordinal. Et
celui qu'on désignait par mail était toujours le dernier, le cinquième. Et c'est pour ça qu'il y avait le même mot, parce que dans la tête des gens, c'était à peu près la même chose. Et après, petit à petit, la fraction est devenue un nombre, on s'est mis à lier tout ça sur un truc. Un cinquième est devenu un peu 0,2, mais il fallait déjà connaître les chiffres arabes, parce que sinon, c'était en fraction en base 60 ou machin, puisqu'on disait ça, ça devenait un peu compliqué. Donc voilà pourquoi ça dérive et pourquoi on a le même mot pour désigner l'ordinal et la fraction correspondante, sauf pour tiers-écart, où ces mots qui sont apparus tiers-écart sont mis à disparaître dans le langage au sens du troisième et du quatrième, vers 1800 à peu près, et à un moment où on ne faisait plus le lien, donc on a fait disparaître un mot sans faire disparaître l'autre, parce qu'il n'y avait plus aucun lien pour les gens. Un cinquième, c'était vraiment 0,2, il n'y a pas de choses différentes. Alors René Descartes, lui, s'intéresse aux courbes, de la nature des lignes courbes, c'est le livre second de son ouvrage de géométrie, vous savez, qui était à la fin du discours de la méthode, et pour faire l'application, il fait trois opuscules, dont l'un traite de géométrie, le deuxième d'optique et le troisième de je sais quoi, et il commence à s'intéresser beaucoup aux courbes, à s'étonner qu'on sépare des courbes mécaniques, c'est marqué là, non, c'est pas marqué là, hein, il y avait des courbes mécaniques et des courbes... Alors, déjà, les problèmes de géométrie les séparent les problèmes plans, les problèmes solides, c'est en dimension 3. Solide, c'est pour dimension 3. Plan, c'est serait en dimension 2. Donc, les problèmes plans, c'est juste les lignes droites. Et lui, il dit encore les lignes droites, les lignes courbes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il écrit évidemment en latin ses ouvrages, mais quand il fait des courriers avec d'autres mathématiciens, il y a beaucoup d'échanges en mathématiques. Il écrit en français. Et donc, vous voyez, la tangente, qui veut dire tanguer, toucher, c'est la droite qui touche la courbe. Hein. Quand il écrit en français, il parle de la touchante de la roulette, et en latin, il dit la tangente de la cycloïde. Et là, on voit apparaître des créations de mots sur les grecs, cycloïde, conchoïde, néphroïde, en forme de, oui, c'est en forme de, amanite, phalloïde, pardon, en forme de, voilà, c'est en forme de, donc, avec l'habitude, pour les courbes, c'est au féminin, et pour des surfaces, c'est au masculin, on dit un hyperboloïde et une cycloïde, une conchoïde. Et donc, vous voyez, il y avait encore le choix en français, la touchante de la roulette, et quand il y a en latin, c'était la tangente de la cycloïde. Et c'est finalement, sans doute pour des raisons, parce qu'on voulait faire un peu savant, qu'après, en français, c'est le mot savant qui l'a emporté. Et il y a toujours la façon dont on se place par rapport à ses lecteurs, et si on va voir l'air savant, ou si on va l'air proche du peuple. Et donc on a souvent ce décalage, qui existe dans les deux sens d'ailleurs, à des moments où on préfère le mot savant. Les médecins, par exemple, ont été là-dedans à fond, hein, de mettre le mot savant pour sans doute se distinguer du patient, et qui ne comprennent rien du tout. Les mathématiciens ont eu les deux tendances, à des moments ils s'est voulu s'approcher des gens. Quand on a créé la théorie des ensembles, par exemple, je n'en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps et je n'ai pas prévu. Et donc on voit tous ces mots qui se créent, cardioïde en forme de cœur, conchoïde en forme de coquillage, néphoïde, c'est pour le rein, et les médicales, ça veut dire la bandelette, c'est le signe infini en fait, le médical de Bernoulli. Les médicales, c'est le même mot grec, c'est-à-dire. Là, je crois que j'ai plus de temps, je voulais parler des mots des probabilités, mais je pense que vous en avez peut-être un peu marre. Vous me laissez encore 5 minutes. Voilà. Parce qu'après, j'aurais pu parler dans plein de branches, je pensais sur la probabilité, il y avait des choses qui étaient les plus intéressantes. Avec, on dit souvent que les probabilités sont nées avec des chances entre Pascal et Fermat, Pascal à droite et Fermat à gauche. Même si Cardan avait écrit un livre avant sur le hasard, ça ne va pas très loin, mais il a quand même écrit des choses au siècle précédent, Jérôme Cardan. Et le mot hasard, alors vous voyez l'article arabe, Azar, ça en arabe il y a deux types de lettres, il y a la lettre solaire, c'est celle dont l'article al s'assimile à la première lettre et devient, dans le cas de Z, est une lettre solaire, parce que le soleil, Shams, devient H-Shams, non pas Al-Shams, donc on a le solaire, qui s'oppose de lettres lunaires, parce que Kamar, Al-Kamar, reste Al, le L ne se met pas à que. Pour ça, vous le retrouvez, si vous avez fait l'espagnol, vous retrouvez les lettres solaires. Quand vous voyez que c'est
Par exemple, le riz arrose, avec le R est une lettre solaire, puisque l'article al rose est devenu arrose. Par contre, Alcantara, ou Adalkivir, Alkebir, le K est une lettre lunaire, comme Alcantara. Et donc, Zar, c'était la fleur, ils avaient des dés, et il y avait un endroit, c'était la fleur, on gagnait si on tombait sur la fleur. Donc, Hazar, c'était la fleur, la chance d'arriver sur la fleur, donc le hasard. Et en latin, c'est Aleia, Aleia Jactae, vous connaissez la phrase célèbre de César. Le sort, on est jeté. Alea, c'était aussi le dé en latin. Et les premiers ouvrages, donc ça se suit de Cardan, celui de Agrans, je prononce bien ici, Huygens pour les Français, étaient, ça peut souvent des ludo aleae, des jeux de hasard. Voilà. Et donc, ils ont fait des échanges, bon, je passe vite, là je suis sur l'étymologie, et c'est très intéressant les échanges sur justement comment on doit partager sur un jeu qui n'est pas terminé, les mises du début, qui ont fait les débuts des choses. Et puis, donc les livres de probabilité arrivent les uns après les autres. J'ai passé sur Bernoulli qui était paru en 1712, même s'il était déjà mort. Et puis après, The Doctrine of Chance, à 22 mois, donc un Ludo-français qui est parti à Londres à la révocation des dividendes. Triste chose, on en parlait hier d'ailleurs, de la révocation des dividendes et de la perte pour la France. Et puis on voit apparaître le mot chance. Le mot chance qui vient du cadéré latin, qui est tombé, du bon ou du mauvais côté. Le mot chance n'avait pas le mot forcément du bon côté. Il y avait la bonne chance et la malchance. La bonne chance et la mauvaise chance. Malchance, c'était une malchance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en français, le mot chance, on peut encore dire j'ai 2 chances sur 3 de rater mon examen, c'est pas absurde, c'est dans le sens étymologique du terme. Et puis Thomas Bayes, un prêtre anglais qui est plus bayésien qu'on est presque les probabilités, avec cet ouvrage-là, par exemple, de Doctrine of Chance. Et puis on voit apparaître le mot probabilité probable, et probable pour nous en français, c'est-à-dire que c'est presque sûr, quoi. Par la classe qui fait un premier article sur la probabilité des causes par les événements. Et puis la probabilité, il faut bien, il s'explique, ce qui est formidable dans l'ouvrage de la place, surtout celui d'après l'essai philosophique des probabilités, il y a toute une explication philosophique qui donne là-dessus, et dans lequel il est gêné, il explique pourquoi la probabilité peut des fois être 1, alors que c'est certain. Il explique que finalement le mot peut avoir un sens plus large, c'est assez intéressant de façon de dire. Et ce que je veux mettre tous ces titres livres, c'est pour voir comment on passe de la chance à la probabilité. Et maintenant, aucun probabiliste ou mathématicien mettrait un bouquin avec un titre sur la chance. Enfin, il dira la probabilité. Et je pense que le livre de Joseph Bertrand, calcul des probabilités, maintenant après tous on pris ça, on veut créer un livre sur la probabilité, on l'appelle sur le calcul des probabilités, sur les probabilités, théorie des probabilités, etc. Et le mot chance disparaît, et petit à petit on voit avec la place Cournot, etc. Et Cournot fait la balance entre les deux, il a encore chance et probabilité dans le même titre. Et après on n'est pas que sur les probabilités. Oui, je suis trop dans ça, mais c'est assez intéressant de voir aussi comment les nombres affirmatifs sont devenus positifs, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les nombres réels n'ont été nommés qu'après avoir nommé les nombres complexes, les nombres positifs ont été nommés qu'après avoir nommé les nombres négatifs, parce qu'on les appelait les nombres niés. Pour parler de nombres négatifs, au début, quand on avait un débit, c'est en fait un nombre négatif, mais tant qu'on ne conçoit pas comme un nombre de l'autre côté du zéro, hein, c'est pas tout à fait un nombre dans la tête des gens, même si on peut calculer dessus. Et donc on avait, comme il y avait des nombres niés, qui étaient des négatifs, on appelait nombres affirmatifs les autres. Le contraire de négatif, c'était affirmatif. Les nombres affirmatifs. Les nombres rationnels, parce qu'il y a la raison, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc une fraction, c'est une relation entre un nombre et un autre, entre 3 et 5, on a 3 cinquièmes, une relation entre 3 et 5. Donc un rapport, donc rationnel. Et les nombres ensuite positifs, c'est-à-dire posés devant, ponéré posé, hein, ce qu'on pose devant soi, et dans un premier temps, c'est devenu ce qui était créé par l'homme, qu'on fabriquait, on mettait devant soi ce qu'on fabriquait, et donc, quand c'est d'abord c'était aussi naturel parce qu'on avait l'impression que c'était plus dans la nature que non négatif qui était un peu inventé, et après le positivisme c'est fait par l'homme, c'est deux sens c'est totalement opposé. Hein, le second du positivisme, c'est aussi ça, c'est la croyance dans l'homme qui va tout trouver.
Et naturel et positif, bah, les centres positifs, c'est complètement créé par nous, le naturel, ça vient de la nature. Et le nombre naturel et le positif, c'est les mêmes. Bon, ouais, c'est amusant, donc quoi, deux mots totalement antinomiques désignent, dans ce cas-là, exactement la même chose. Et donc les nombres affirmatifs sont devenus positifs. Voilà. Ça a été pour expliquer comment le concept de nombre évolue. On parlait d'entité, c'est le nombre entier, jusqu'au quaternion de Newton, qui était encore considéré comme des nombres, qui sont des nombres de dimension 4, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Bon, après, chose que je ne comptais pas le faire, c'était autre chose, surnommer les nombres, donc on passe. Et puis je voulais juste parler des mots mathématiques qui sont entrés dans le langage courant, donc on peut prendre la tangente. Alors je ne sais pas si c'est l'idée qu'on tourne sur un cercle et que c'est là, ça prend la tangente, ou bon, je ne sais pas exactement d'où vient l'expression, mais c'est le mot tangente est devenu. D'ailleurs, le mot tangente, on le retrouve aussi. Des fois, j'ai entendu à la météo des nuages qui tangentent les côtes de la Manche, par exemple. J'ai entendu dire qu'il touche, je ne sais pas, dans quel sens. Incommensurable, qui est mal compris par la plupart des gens, les francophones, qui normalement veut dire incommensurable, c'est des nombres qui ne sont pas des fractions, justement. On ne peut pas mesurer avec. Si vous prenez 3 et 5, en posant un bâton de longueur 3 et un bâton de longueur 5, vous allez poser 5 fois l'un et 3 fois l'autre, vous allez aller pile poil, on dit, ensemble. Ils sont mesurables ensemble, donc co-mensurables. Et par contre, si vous aurez racine de 2 et 1, vous pouvez poser autant de fois racine de 2 et 1, vous ne tomberez jamais juste, même si vous tombez très près. Hein, 5 fois racine de 2, c'est proche de 7, mais ce n'est pas tout à fait 7, etc. Et donc, ils sont incommensurables. Racine de 2 est incommensurable, alors que 3 milliards 752 millions, je sais pas quoi, virgule 2 est commensurable. Croissance exponentielle, vous savez qu'on va n'importe quoi. Et équation personnelle, alors c'est quelque chose d'assez amusant, parce qu'en fait, c'est à l'observatoire de Greenwich, à Londres vers 1800, il y a le directeur de l'observatoire qui a renvoyé son associé, parce qu'il était chargé de calculer à la dixième de seconde près, quand apparaissait une étoile dans le ciel, et il regardait, et puis quand les deux regardaient ensemble, il y avait toujours un décalage entre le patron et le décalage n'est pas toujours le même. Donc il a vraiment pensé que Claude c'était quelqu'un qui faisait mal son boulot, et il l'a viré. Et au moins 40 ans plus tard, Bessel, un mathématicien allemand, que au départ on considérait comme mousse sur un bateau, passionné pour les étoiles, a voulu devenir astronome, il a réussi à avoir une place après d'abord dans une université de mathématiques, je me rappelle bien, et où il a fait des calculs qui avaient allié avec l'astronomie, enfin il a fait des séries de Fourier, il y a des inégalités de Bessel, etc. Et il s'est penché sur ce problème-là, il s'est aperçu que ça venait, que ceci se produisait entre deux personnes, et que les personnes ne voyaient pas exactement au même moment, c'est-à-dire qu'en fait un même phénomène pouvait être observé de manière différente par deux personnes différentes et qu'en fonction de l'intensité de la lumière, le décalage pouvait être différent. Donc il s'est avoué qu'en fait l'associé n'était pas du tout un mauvais truc, il a été renvoyé à tort, mais c'était 40 ou 50 ans après, mais c'était quelque chose. Il appelait ça l'équation personnelle. Il a pris un mot mathématique, l'équation qui vient d'égalité, et qui dépend de la personne. Et ça a été repris par un philosophe et psychologue belge qui s'appelait Joseph Delvaux, je crois, je ne dis rien. Oui, enfin, peu importe, mais vous regarderez, belge, hein, et qui a étudié ça, et puis qui a plus généralement généralisé ça à chaque fois qu'il y avait des phénomènes, il a trouvé d'autres phénomènes dans lesquels la perception de l'individu dépendait de l'individu, alors que ça paraissait totalement objectif. Et il a fait ça, l'équation personnelle, qui après a été pris, venant de la psychologie, après a été pris dans l'engagement, et a rendu l'équation personnelle de tel candidat à l'élection ne convient pas tout à fait, ou si on entend des fois, j'ai entendu souvent ce terme-là, d'équation personnelle, en particulier de candidat à des élections qui ne cadrait pas tout à fait, ou qui cadrait, etc., pour dire dans un langage, grosso modo, sa personnalité, etc. Et donc ce mot qui venait de cette observation, avec un mot mathématique, transféré par un mathématicien, puis un psychologue, est arrivé dans le langage courant. C'est des mots, il y en a d'autres qu'on retrouve dans le langage courant. Et des questions. Des questions.
beaucoup. Des questions. Alors, donc, je vous signale comme que Bertrand parle une dizaine de langues. Il me semble. Et il en baragouine une dizaine d'autres, donc on peut y aller dans tous les domaines, de l'hindi à l'arabe, en passant par le russe et tout. On peut se poser des questions par... Et le flamand. Et le flamand en plus, oui. Donc le néerlandais, je sais pas, il faudrait que je regarde. Pardon? Le néerlandais, le flamand, je ne sais pas s'il y a des petites différences. Bah, il y a des différences et il y a des communautés aussi. Oui, mais tu voulais nous dire aussi que le mot qu'on choisissait avait une influence sur notre compréhension du concept, ou sur notre métacompréhension du concept. Parce qu'il y a toujours la phrase célèbre là qu'on attribue, je crois, à Hilbert, qu'on pouvait remplacer point, droite et plan par chaise, table et boc de bière. Qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, c'est ça, c'est un autre concept, comme je suis d'accord avec la phrase de Hilbert, mais là c'est autre chose. Je pense que là il parlait d'axiomatique personnelle, il voulait montrer que quand on a une axiomatique, après, c'est un moment où il faut se rendre compte qu'on était à vouloir montrer c'était surtout sur l'axiomatisation des géométries. Hein. La géométrie, pendant longtemps, on a dit que on n'avait pas séparé les maths de la physique. Donc quand on faisait de la géométrie, il y avait des choses qui étaient inhérentes à notre perception de l'espace et qu'on appliquait, et on disait par un point de droite, il ne peut passer qu'une parallèle, parce qu'on le voit bien, on a essayé de le démontrer, que qui déjà vu qu'il fallait des axiomes, c'était déjà génial. Je crois que beaucoup après lui n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Hein. Et il n'y avait pas tous les axiomes dans ce que disait Euclide, parce qu'évidemment, dans cette aussi, il y a des choses qui étaient. Après, ça se sépare entre les deux, avec une lutte entre Fourier, le mathématicien Joseph Fourier, et puis Jacobi. Jacobi qui fait des maths pour l'honneur de l'esprit humain. Et c'est le moment où ça se sépare, et Fourier qui dit les maths sont appliquées à la physique, et lui, il est en même temps mathématicien et physicien. Et d'un coup, il faut fonder les maths sur des actions, mais on peut, à ce moment-là, on peut concevoir des géométries non euclidiennes. On avait fait des géométries sur la sphère, on faisait de la géométrie sur la sphère, on connaissait tout sur la sphère. On n'avait jamais pensé qu'un grand cercle, on pouvait appeler ça une droite. Voilà. Et d'un coup, on peut remplacer le mot droite, qui est le concept que nous on a l'impression, par n'importe quoi, et c'est ça ce que veut dire Hilbert. Par contre, quand moi je dis les choses, je veux dire que quand on va prendre un mot du langage courant, et qu'on va le donner, alors après quand on est à un bon niveau de mathématiques, on se rend bien compte et on est adapté, mais quand on le montre même à un élève de 10, 12, 15 ans, si tu lui parles de fonction continue, pour lui forcément ça aura un sens. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et que c'est pour ça qu'on est totalement surpris, une fonction continue dérive à nulle part. Si la fonction continue ou l'application continue n'avait donné un nom biscornu, que sais-je, donc ça serait intéressant de le voir, mais ça ne nous choquerait pas une fonction continue puisse entre deux points avoir une infinité de maximum et de minimum. Par exemple, pour nous, elle fait comme ça, ou plus, elle est dérivable partout sauf en un nombre fini de points. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux expliquer dans les choses, et que la façon dont on le conçoit permet de dire, nous donne quand même une idée de la chose. Si je te parle de fonction continue, quand même, tu dois t'imaginer quelque chose qui est quand même bien plus continu, qui est infini par morceaux. Voilà. Mais en fait, dans les axiomatiques, on ne définit jamais des objets. Non. On dit il existe des objets que je vais appeler, et il existe des relations entre objets que je vais appeler. On ne donne pas la définition d'un point dans une Hilbert ne donne pas. Non, c'est ça, voilà. C'est dire qu'à partir de ce moment-là, on fait une axiomatique, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il existe des objets sur lesquels on met des choses. Évidemment, on l'a calqué, alors ce que fait Hilbert prend ce qui est calqué sur la géométrie, il l'appelle encore point, mais il dit qu'il veut l'appeler verre de bière, mais c'est évidemment, il veut représenter ce qu'il y a à la géométrie, mais il dit que ça peut s'appliquer à autre chose. Alors c'est la force de l'axiomatique, parce qu'elle peut permettre, l'axiomatique des groupes par exemple, on voit bien que ça peut définir énormément de choses, d'objets différents, et du coup c'est des théorèmes qui marchent pour plein d'objets différents, et ça, à ce niveau-là, c'est très bien, et ça rapporte, c'est une phrase de Russell, je crois, les mathématiques c'est quelque chose de... on ne sait pas de quoi on parle, et je ne me rappelle plus la phrase, et justement il dit que on ne sait pas de quoi on parle, on peut parler de n'importe quoi, ça va dans le même sens, mais on va définir ce que c'est, et ben après ça va marcher pour tous ceux qui vérifient les axiomes. Mais un point, tu ne sais pas le définir, enfin moi je ne sais pas le définir, un point. Oui, ce que c'est qu'un point, j'en sais rien. Ce qui est rigolo, c'est que tu vas regarder justement dans les différents dictionnaires ce qui est un point,
Et il y a des définitions absolument savoureuses, même les définitions de nom. Dans certains cours de maths aussi. Oui. Hein? Et justement, c'est pour ça, dans la Fourtière et dans Zanam, ouais, je regarde les définitions, mais ça se tord de rire. Et même je prends dans un Larousse, c'est des fois très drôle. Parce que, en plus, un peu on a l'impression que ça représente quelque chose, en fait, comme normalement ça nie en longueur des trucs, ça ne peut même pas se dessiner en principe. Ah non. Ça ne peut pas se dessiner. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose de réel. En fait, c'est la définition même purement mathématique, sans dimension. Rien n'est sans dimension dans notre perception. Moi, pas du tout mathématicienne, kinésithérapeute, milieu médical. Il y a un truc qui m'a un petit peu interpellée sur le fait que ce qu'on parle en médecine, les terminologies en médecine, ne sont pas compréhensibles par les autres. Oui, voilà, comme le langage mathématique, oui. comme le langage. Voilà, et je pense qu'on a chacun une terminologie propre à notre profession. Et vous parlez effectivement de ne pas pouvoir définir un point. Enfin, on ne peut pas définir le temps, le présent, le passé. Voilà, mais je dis, voilà, c'est simplement pour dire, effectivement, on a chacun. Par rapport à ça, et je l'ai très intéressant. Oui. Non, par rapport à ça, je voudrais dire que c'est vrai que je pense que dans un domaine de pas mal de choses, c'était facile d'aller prendre des mots grecs, ça permettait des choses, ça permettait aussi qu'on s'échappe kinésithérapeute, si on a pas de grec, on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Ah, mais qu'il y ait dans. Kiné, le mouvement. Non, mais quand on n'a pas fait de grec. Quand on n'a pas fait de grec, on quand on n'a pas fait de grec. Voilà. On n'a pas fait de grec, on ne sait pas que kiné c'est le mouvement, on l'a dans le cinéma, on l'a dans. Et donc, je voulais simplement, j'ai trouvé très intéressant, c'est pour ça que je suis là. Je voulais simplement, voilà, dire que c'est vrai qu'on a tous une terminologie, chaque profession, et ce n'est pas nécessairement pour que les autres ne comprennent pas, quoiqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris non plus. Moi, je pense que les matheux sont plus vicieux, parce qu'ils utilisent des mots courants pour cacher des choses. La théorie des immeubles, une chambre, un appartement, un mur, ça n'a rien à voir avec une chambre, un appartement, un mur. Ils sont vicieux. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut les aider. Moi, je rejoins tout à fait André. Parce que je trouve que quand une discipline, quelle qu'elle soit, évidemment, tu as parlé des mathématiques, mais là, madame parle des disciplines médicales. Moi, je pourrais parler de disciplines de psychologie, etc. En fait, quand on veut avancer à un niveau beaucoup plus scientifique, on est toujours confronté à la définition de concepts et de choses précises. Donc, comme tu l'as expliqué pour les mathématiques, on est obligé d'échapper un peu à des mots trop communs, si j'ose dire, parce que du coup, ça fait une espèce de consensus mou où tout le monde met un peu toutes les nations voir. Et donc, du coup, on est bien obligé d'arriver à une définition bien plus précise. Tout à fait. Je suis Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je voudrais dire que les mathématiciens sont beaucoup plus pervers. Je vais pas citer là. Sur la théorie des ensembles. Le choix a été fait. Qu'est-ce qu'un ensemble? Il y a vraiment la topologie, bon, c'est l'exception, c'est sur le mot grec, topos, le dieu, et logos, l'écologie, la science. Mais dedans, on définit des ensembles ouverts, des ensembles fermés, des ensembles compacts, que des mots du langage courant, sur des définitions très précises. Ah oui. Et vous prenez une phrase d'un truc de mathématiques, des gens qui n'ont jamais fait de maths, ont l'impression de connaître tous les mots, ils ne peuvent strictement rien comprendre. Et c'est une manière beaucoup plus perverse de se distinguer. Mais dans le droit, c'est pareil, vous lisez un truc de l'avocat qui vous explique et vous dites, mais tous les mots je comprends. Mais la phrase, je garderai la certitude, mais c'est valable pour toutes les disciplines. Tout à fait. Comme tu dis, Sylvie, c'est vrai qu'on a besoin de concepts précis sur lesquels on a des mots. Alors c'est vrai que j'ai montré qu'en maths, en prenant le mot du langage courant, ça posait des problèmes d'intuition, parce que continu c'est un mot de langage courant, mais en mathématiques c'est désigne quelque chose de très très précis. Une définition très très précis. Et en anthropologie, c'est l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Alors, donc. Et ouvert, c'est aussi un mot du langage courant qui veut autre chose. C'est un ensemble qui voisinage de chacun de ses points. Et voisinage encore, ça désigne quelque chose. Voilà, oui. Alors, c'est pour vous dire que
on a tous besoin quand même de montrer que cette discipline, on y connaît quelque chose. En maths, on est beaucoup moins en danger que dans d'autres disciplines, parce qu'en maths, les gens, quand on dit que vous faites des maths, les gens sont persuadés de notre savoir. Il y a d'autres disciplines où les gens sont persuadés qu'ils ont tout compris. Hein. Et en particulier, en médecine, aussi, les gens ne savent rien du tout, ils sont persuadés qu'ils ont la solution. Internet nous bouffe une partie. Voilà. Donc, que le langage joue dans toutes les disciplines en moyen de se détacher, en moyen et je dis, c'est les mots de langage courant, je trouve ça marrant, mais c'est pervers. Mais ce qui est intéressant en mathématiques, je n'ai pas dit au début, c'est que les matheux ont pris des mots dans toutes les directions. Ils ont pris des mots, et d'abord, les mathématiques en tant que discipline existent depuis 25 siècles, donc on a des créations de mots qui arrivent de toutes les époques, et on a de tous les... Même au XXe siècle, on a pris des mots sur le latin, sur le grec et sur le langage courant. Hein. On a pris des notations qui viennent de l'allemand, on a pris des mots qui viennent de l'arabe, que je vous le montrais, etc. Et si on fait la même chose que ce que j'ai fait sur la médecine, on va voir qu'un dictionnaire franco-grec, quoi. Non, mais la médecine chinoise. Quand même. La médecine chinoise. Mais sur c'est bon. Mais sur les mots qu'on utilise, la plupart des mots qu'on utilise dans la médecine française, occidentale, sont beaucoup de mots venant du grec. Les matheux ont été beaucoup diversifiés dans le domaine, donc ça donne de l'intérêt. Mais par contre, que chacun dans sa matière a besoin de bien connaître, et chacun prend les moyens qu'il lui faut, ça existe. Avec Non, parce que médecine, je suis désolée, il y a aussi toute la partie arabe, perse et autres. Je pense que c'est aussi large oui, dans la mathématique. Il n'y a pas beaucoup de mots de médecine qui viennent de l'arabe, mais il y en a sûrement, je sais pas. Ah si, il y a mais quel alors Ah, ok. Voilà. Non, mais c'est ce qui me revient en premier. Non, mais je vais dire la différence entre les mathématiques qui sont une science exacte et la médecine. La médecine est un art. Oui. Nous faisons partie de l'art de guérir, de l'art de soigner. Oui. Voilà, et donc il y a autre chose. C'est beau, mais les Cardon, son premier livre, 1550, s'appelait Ars Magna, le grand art. Voilà, l'équation. Et donc c'est encore vu comme un art. Mais je pense que quelque part, il y a, voilà, on fait un petit peu la différence, mais il y a des relations très internes, parce que je pense qu'un des grands médecins perses était mathématicien aussi. Le nom de mon Razès. Pardon? Razès, peut-être? Non. Avicenne. Oui. Avicenne. J'ai écrit dans le tangente mathématiques et médecine, j'ai écrit un petit encadré sur Avicenne, un autre sur Avicenne, Razès. c'est quand même un des grands hommes Donc, de la médecine. Et donc, je pense qu'on peut se rejoindre. Je n'ai pas parlé de la revue tangente, mais donc dans le numéro qui s'appelle Mathématiques et médecine, j'ai fait justement des biographies de mathématiciens médecins, et j'en ai fait une sur Avicenne, une sur Razès, qui était aussi un médecin persan. Et dedans, vous allez trouver. D'accord. Il y a Avicenne, il y a Razès. Et voilà, dans les mathématiciens, voilà, les vous médecins. regarderez, voilà. Les mathématiciens médecine sont. Tout à fait. Voilà, c'est des gens comme Erasme étaient des gens qui étaient proches de la philosophie. Et on voit que dans peut-être des grands mathématiciens comme Galien, on fait des maths au début. Donc j'ai fait j'ai écrit plusieurs biographies de mathématiciens, qui sont avant tout connus comme médecins, mais qui ont fait des mathématiques. Tout à fait. Et Avicenne, on a un cas plus célèbre, mais Razès aussi, D'accord. moins connu et intéressant. Et c'est des gens, moi ce qui m'a intéressé quand j'ai écrit ces biographies, c'est que je me suis rendu compte que, était-ce leur formation mathématique, etc., c'est des gens qui ont fait basculer la médecine dans le domaine de la science, et non pas dans le domaine de la croyance à des divinités, des machins, etc. Et c'est eux qui ont fait avancer la médecine. Je pense à Galien, je pense à Avicenne. J'ai bien fait de Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Bêtement, la dénomination de nombre réel, ça vient d'où ça? Parce que j'ai bien compris la passionnelle de machin. Alors, les noms réels, c'est à partir du moment. Donc, quand on crée les nombres, on arrive au. D'abord, les nombres, c'est des nombres entiers. Et après, d'un coup, on les met sur un axe. On commence à voir qu'il y a des nombres, racines de 2, pi, tout ça qui se mettent au milieu. On n'a pas encore construit tout ça. On est vers 1100. Et à ce moment-là, on définit les nombres complexes. Parce que les nombres complexes, Oui, ils arrivent. pourquoi est-ce qu'on appelle les. Oui, j'arrive. Pardon. J'arrive. Donc, les nombres complexes, c'est beau ce qu'ils appellent complexes. Non pas parce qu'ils sont compliqués,
mais parce qu'ils ont deux composants. Oui, On appelle c'est ça. nombres complexes dès qu'il y avait plusieurs choses. Ouais. Si vous prenez des livres du 19e siècle, et quand on regarde des choses, la mesure des angles en degrés, minutes, secondes, ça s'appelle aussi des nombres complexes. Parce qu'il y a trois composants. Ah, En fait, un angle qui est 7 degrés, 23 minutes, 12 secondes, c'est en fait un nombre exprimé en base 60. Et sauf qu'au lieu de prendre 60 chiffres, on a exprimé ce qui aurait dû être des chiffres par un nombre en base 10. Et ça serait 7, 12, 3 en base 60. Voilà. Donc ça, c'est les nombres complexes. Après, les nombres complexes, ce n'est que pour les nombres complexes. Et à partir du moment où les nombres, il y a des nombres qui vont dépasser les nombres, il faut donner un nom aux autres, qui s'appelait des nombres. Donc nous, on les appelle réels parce qu'ils sont dans la réalité par rapport à les autres qu'on a appelés imaginaires depuis Descartes, qui avait introduit le mot imaginaire, toujours dans son 1639 ou 37. Et il parle des nombres imaginaires. Euler a une phrase croustillante pour parler des nombres imaginaires avec plus de tête. Hein, il reparle de ceci. Mais après, dans le contexte, parce que Gauss les définit de manière générale, alors qu'avant on avait des nombres complexes qui arrivaient comme ça dans la nature, mais on n'avait pas la conception d'un ensemble de nombres complexes qu'on verra maintenant. Et il est défini de manière générale. Et il y avait la représentation de plane carré là, avec cette histoire rocambolesque entre Argan et Wessel, le mathématicien danois, qui fait la première représentation sur un plan des nombres complexes en 1797. Il écrit en danois, autant dire que son machin est perdu. Argan, qui était franco-suisse, venant de Genève, s'installe à Paris. Il fait un petit truc, il fait la représentation des nombres complexes sur un plan en 1806. Il envoie. Non, il meurt. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Il y a son frère qui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne meurt pas du tout, pardon, excusez-moi. Il perd le truc, il l'envoie, c'est perdu. Il le donne à un mathématicien qu'il connaissait, qui meurt. Le fils du mathématicien retrouve le papier. Il n'y a pas d'auteur. Il envoie une revue mathématique qu'il publie en disant c'est intéressant, mais on ne connaît pas l'auteur. Argan arrive et dit mais c'est moi l'auteur. Il tombe sur le machin, il dit c'est moi l'auteur. On prouve que c'est bien lui. Et donc c'est lui. Après Gauss sans doute l'avait pensé, ne l'avait jamais écrit. Et en 1897, je crois, on retrouve le manuscrit de Wessel, qu'on traduit en français. Mais 1897, c'est 80 ans après Argan, quoi. Et 100 ans après le texte de Wessel, qui est le premier à dire, mais personne n'a su. On l'a su 100 ans. C'est étonnant. Et donc après, on appelle nombres réels ceux qui n'étaient pas. Oui, parce que comme on a appelé nombres affirmatifs, apparemment, il y a des nombres négatifs. On appelle ça des nombres. Donc on appelle les nombres réels parce que ceux qui sont réels, les autres sont un peu imaginaires. De toute façon, je pense à le faire. Voilà. Non, c'est nous. Bah, non. Non, mais alors, on n'est pas d'accord parce que, comme il y a des gens très courageux qui sont venus malgré la grève, on s'est dit on offre un pot à tout le monde. Une consommation, alors on voudrait savoir. Si lui voudrait le faire, et moi je voulais le faire aussi. Donc, on va remercier Bertrand parce que formidable, très intéressant et en plus de ça. Avec un public un peu klaxonné. Oui, et il vous fait plaisir, on peut faire passer les choses. Donc, voilà, merci à toi. Et on va vous offrir une boisson, quelle qu'elle soit.